Bonjour à tous. Le thème de notre première table ronde est donc gestion écologique, les sites patrimoniaux s'engagent. C'est un thème important puisque la mise en place d'une gestion écologique au sein d'un site classé jardin remarquable ou monument historique peut s'avérer complexe. Les gestionnaires doivent faire face à différents enjeux tels que la conservation du patrimoine végétal, la conservation de l'historique du site et la conciliation avec les attentes du public. Mais aujourd'hui, de plus en plus de sites s'engagent dans une démarche de gestion durable, trouvant un équilibre entre conservation du patrimoine et conservation de la biodiversité. Et donc aujourd'hui, le label Écojardin compte près de 40 sites patrimoniaux engagés, dont une dizaine qui a été labellisée l'année dernière. Et donc pour notre première table ronde, on accueille 3 témoignages. Tout d'abord, Jonathan Sorel, qui est chef de la division du Bois de Vincennes à Paris, qui va nous parler du parc floral de Paris, qui a été labellisé, dont la labellisation a été renouvelée pour la 2e fois l'année dernière. On accueille ensuite Pauline Frileux, qui est ethnoécologue et enseignante-chercheuse à l'École nationale supérieure du paysage, qui va nous parler de l'évolution des pratiques de gestion du potager du roi de Versailles, un sujet qu'elle connaît bien puisqu'elle a écrit 2 articles sur le sujet. Et sa labellisation a été renouvelée l'année dernière. Et enfin, on va accueillir Chloé Travant, qui est chef de projet, et Sylvain Parot, chef jardinier, qui vont nous parler de la gestion du domaine national du Louvre et des Tuileries, qui a été labellisé pour la première fois en 2025. Donc je passe tout d'abord la parole à Monsieur Sorel. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre invitation. Moi, je viens donc vous parler de cette relation entre patrimoine et gestion écologique, en vous présentant l'exemple du parc floral de Paris. Donc voilà, je vous ai mis cette photo pour commencer, une petite image historique des années 70. Donc vous voyez tout de suite que nous, quand on parle de patrimoine, on est dans quelque chose de plus moderne, plus contemporain. On n'a pas le patrimoine historique de mes collègues de Versailles qui est du XVIIe siècle. On est sur un jardin patrimonial du XXe siècle. Vous avez une photo là du restaurant panoramique historique d'Hervé Deleuze au parc floral. Je vous ai mis une petite photo avec le jardinier avec sa tondeuse thermique au premier plan. Donc l'idée, c'est de vous dire un petit peu comment la gestion écologique d'un site patrimonial comme celui-ci a évolué, qu'est-ce qu'on fait comme avant, qu'est-ce qui a évolué et quels sont nos nouveaux enjeux. Pour vous dire un peu de quoi on parle, donc le parc floral de Paris, c'est le plus grand parc de Paris. On le sait pas trop parce qu'il est extramuros, il est de l'autre côté du périphérique, mais il fait aujourd'hui 35 hectares. Et c'est un des premiers grands parcs à vivre, grands parcs modernes, multi-usages, où on cherchait à faire venir des familles pour avoir une expérience de nature, mais aussi pour pique-niquer, pour profiter de grands gestes paysagers. Il a été créé en 69. À l'époque, on est donc au milieu des années 60. On cherche un lieu pour accueillir les 3e Floralies, ces grands événements internationaux sur l'art végétal. Les 2 premières éditions se sont passées à la Défense, au CNIT de la Défense, où on est aujourd'hui. Et à l'époque, on cherche un lieu qui laissera une trace, qui a plus de sens. Et puis, les gens qui cherchent un lieu se tournent vers le Bois de Vincennes, qui est à l'époque moins valorisé que celui de Boulogne, le Bois de Boulogne, qui avait son parc de Bagatelle. Et on se dit, tiens, on va profiter des Floralies, un peu dans l'esprit JO. Il y a un grand événement qui arrive, presque en mode héritage, on disait pas ça à l'époque, mais pour doter le Bois de Vincennes d'un parc de prestige. Et donc, à l'époque, on trouve une grande prairie pleine militaire, désaffectée. Il y avait une pinède, une chênaie, mais pas grand-chose d'autre. Et en 18 mois, on va faire des travaux un peu pharaoniques. On va aller décaisser cette grande vallée que vous voyez là à l'écran pour créer ce qu'on a appelé, ce que le Conseil de Paris appelait dans sa délibération de 66, un parc d'activités culturelles de plein air. J'ai remis cette expression parce que je trouve qu'elle correspond bien à ce qu'est le parc floral aujourd'hui. C'est vraiment cette idée on n'est pas dans le petit jardin ornemental, on est dans un parc d'activités où on mêle le végétal, le loisir, la culture. Je vais y revenir, il y a pas mal d'art contemporain dans le jardin. Cette idée aussi, on est dans le temps d'André Malraux, d'amener la culture aux classes populaires, aux classes moyennes. Et donc, on doit gérer ce patrimoine-là que vous avez à l'écran, qui est un patrimoine moderne et contemporain. On a pas mal de place, mais on a aussi une multiplicité des usages. Et aujourd'hui, je suis revenu en arrière. Donc aujourd'hui, nous, on accueille à peu près 1 million de personnes par an sur 35 hectares. Voilà, le parc floral, c'est des collections botaniques, une multitude de jardins. On a des jardins pédagogiques, on a aussi pas mal d'art contemporain. On est en train de le retrouver un petit peu. C'est-à-dire, ces dernières années, on était très tourné vers les enjeux environnementaux. Aujourd'hui, pour moi, le patrimoine et la gestion écologique, c'est un peu une danse, le végétal et le patrimoine, un grand tango endiablé. Et parfois, dans la danse, on met un peu plus la lumière sur un partenaire que sur un autre. Et aujourd'hui, on est en train de se dire
qu'on a envie, à travers des parcours, à travers d'autres choses, de retrouver aussi notre patrimoine culturel et bâti. Et on est en train de réfléchir à comment, d'ailleurs, on va lancer une petite campagne de restauration sur nos œuvres. D'ailleurs, on se pose la question cette semaine, on a eu une réunion, pas mal de restaurateurs utilisent des biocides pour rénover les œuvres. Donc, est-ce que c'est compatible avec Éco-Jardin? Est-ce qu'il y a des alternatives? Donc, on va lancer une nouvelle campagne, on va se poser cette question pour essayer de pousser les alternatives sur la restauration des œuvres. Je voulais vous mettre cette slide parce qu'elle est pour moi importante pour que vous compreniez un peu pour vous dire un peu quel est notre patrimoine aussi. Au Parc Floral, on a une aire de jeu de 5 hectares et qui a toujours existé. Donc, c'est dans notre ADN, c'est notre patrimoine aussi. Et donc, dans notre mode de gestion, pour moi, c'est ça qui est intéressant dans ce site patrimonial. Il est très familial depuis toujours. Vous avez toutes les générations de ce qu'on appelle la pieuvre aujourd'hui. Vous voyez, les années 70, les années 90. On vient de la jeter, celle de 90, et on est en train de livrer les nouvelles pieuvres. Vous voyez qu'on est dans un espace boisé classé. On est dans le jardin botanique de Paris, mais on se permet aussi d'aller mettre une grande pieuvre orange fluo qui pèse bien dans le paysage. Voilà, toutes les dizaines de milliers d'enfants qui viennent chaque semaine ont bien hâte qu'on l'ouvre. Mais ça fait aussi partie de notre mode de gestion. On est en train de revégétaliser la butte et c'est aussi ça le parc floral. Je reviens un petit peu plus sur le cœur du parc, sur la vallée des Hauts-Fleurs que vous avez vu au début. Donc voilà, j'ai synthétisé un peu à outrance les modes de gestion d'avant et d'aujourd'hui, mais vous voyez la vallée des fleurs années 80, on a les belles pelouses bien nickel, des beaux aplats de couleurs, peut-être 40 000, 50 000 fleurs plantées, style années 80, années 90, mais avec les marqueurs de la gestion d'avant, donc du produit phyto, et puis des pelouses interdites avec des personnes avec des sifflets pour faire sortir le public. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse, mais on voyait qu'on essaie quand même de tenir cette promesse de la vallée aux fleurs, mais dans une version d'aujourd'hui, dans une version éco-jardin. Donc vous avez les pâquerettes, vous n'avez pas à l'image les taupinières, mais on a de la taupe aussi. Voilà. Et ça, c'est complètement accepté aujourd'hui. On continue à faire de la fleur parce qu'on est le parc floral et on l'assume. Mais aujourd'hui, donc la vallée aux fleurs, c'est 20 000 fleurs plantées, tout en zéro phyto, mais avec un mode de gestion qui est le mode de gestion d'aujourd'hui. Mais vous voyez qu'on tient on tient quand même cette promesse de vallée des fleurs. Un peu plus loin, j'adore cette photo moi, d'un reportage de 89 dans Ouest France. On est sur le jardin sculpté de Jacques Guerre à l'entrée du parc floral. Vous avez tout au fond la fontaine Stali, cette œuvre monumentale art contemporain. La vallée aux fleurs, on voit les aplats de fleurs. Et vous voyez ce patrimoine bâti culturel aussi qu'on gère aujourd'hui, avec cette idée, dès le départ, d'avoir une expérience de nature. Donc on rentre dans cette grande vallée avec ses grandes perspectives, ses modelés de terrain modernes, une œuvre d'art sur laquelle les enfants adorent jouer encore aujourd'hui. Et comme je vous disais tout à l'heure, on essaye de revenir un petit peu sur la valorisation de ce patrimoine aujourd'hui. Donc vous avez l'affiche d'une exposition qu'on a fait l'année dernière avec la maison du parc, où personne ne fait du skateboard à cet endroit-là, mais c'est pas grave, c'est dans l'esprit du parc. On essaye de valoriser ce patrimoine. Alors bien sûr, il ne ressemble pas, là encore, à ce qu'on connaissait avant. Vous avez un cliché de Jacques Gare années 70, certainement du Roundup sur le bord, bien nickel, bien lisse, bien net. Aujourd'hui, on assume un rapport au patrimoine assez différent. Bon, j'ai pris cette photo avec mon téléphone la semaine dernière. Ça valorise peut-être pas très bien le site, mais ça vous donne quand même une idée de ce qu'on peut se permettre aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas de reproches. Les gens acceptent l'idée que la nature se développe, il peut y avoir de la mousse. Alors, on vient de temps en temps reprendre la végétation, et puis on a aussi les enfants qui montent, ce qui n'était pas le cas avant. Vous voyez la trace des enfants, c'est comme la neige. Vous arrivez à voir la limite de la neige, là, vous arrivez à voir la limite où les enfants... où les parents disent aux enfants de redescendre, là, vous voyez, le long du mur. Donc voilà, le patrimoine, il est là, mais il a un autre rapport avec le végétal et aussi avec les usages. Je voulais insister sur quelques points pour vous dire qu'aujourd'hui, donc, le parc floral, il a ce patrimoine 20e siècle et on essaie de l'inscrire de plus en plus dans les grands enjeux d'aujourd'hui, à savoir effondrement de la biodiversité et adaptation au réchauffement climatique. Ce que je trouve intéressant avec le parc floral, c'est qu'il avait dès sa conception, en 69, des éléments sur lesquels aujourd'hui on s'appuie pour aussi aller jusqu'à la sensibilisation ou la pédagogie sur ces grands enjeux-là. La photo de droite, là, dans votre droite, c'est l'amas de rocher qui a été créé par Daniel Colin, le paysagiste fondateur du parc floral. À l'époque, il voulait symboliser l'apparition de la vie sur Terre. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cet espace-là du parc floral,
Dans les années 2000, ils ont tiré le fil à partir de 2005 pour créer le chemin de l'évolution. Ils ont rajouté les fougères, un brumisateur, et c'est devenu le départ du chemin de l'évolution, ce symbole de l'apparition de la vie sur Terre, qui était en fait un jardin de fleurs sauvages. Et à l'époque, en 2005, on ne parlait pas encore autant de biodiversité, etc. Les gens ont pris ces jardiniers pour des fous en disant « Pourquoi vous allez faire un jardin de mauvaises herbes ? Quel est l'intérêt dans un jardin botanique ?» Mais en fait, ça partait du patrimoine et ils en sont allés à l'époque vers un projet plutôt botanique, d'avoir une nouvelle collection des plantes sauvages. Et aujourd'hui, pour nous, maintenant en 2025, ce chemin de l'évolution, c'est un support pédagogique privilégié pour parler de la biodiversité, de l'importance des plantes régionales. Et ça fait écho à, je vous ai mis la couverture du plan de biodiversité de la ville de Paris qui a été adopté l'année dernière, où on a des cibles maintenant dans chaque aménagement. On s'efforce de mettre 50% de plantes régionales dans les aménagements, etc. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que tout ça s'appuie sur ce patrimoine dès le départ. On ne disait pas la même chose, on n'utilisait pas ces mots-là forcément en 69, mais aujourd'hui, on s'appuie sur ce patrimoine pour parler des enjeux d'aujourd'hui. De la même manière que la Pinède, pour ceux qui connaissent le parc floral, un des plus beaux endroits du parc floral, la Pinède existait à la création du parc, évidemment pas toute la strate basse. Et aujourd'hui, on a des touristes qui viennent du monde entier pour voir nos collections de camélias, de magnolias. Mais on essaye de limiter l'impact. On est sur de la terre de bruyère. On essaye de travailler avec le broyat de sapin que les Parisiens nous rendent après les fêtes de Noël pour l'enrichir, pour limiter les apports. Et on essaye aussi maintenant de plus en plus, comme l'a dit monsieur le président du comité, d'introduire la question du réchauffement climatique dans notre mode de gestion. Et cet hiver, on a diversifié pas mal nos arbres. On a planté des pins d'Alep dans la Pinède, qui est historiquement une pinède de pin sylvestre, pin noir. On a mis des mélias à la place des hêtres, qui étaient à l'entrée du parc floral, ou encore des chênes des Canaries dans les chênaies. Donc voilà, on commence aussi à diversifier aussi notre parc arboré pour prendre en compte la question du réchauffement climatique. Et puis j'en terminerai là parce que je pense que j'arrive à la fin de mon temps. Encore 2 minutes. Aujourd'hui, pas de gestion écologique sans animation, sans sensibilisation du public. D'ailleurs, vous voyez ce qui est intéressant, encore une fois, là, au cœur de la slide, vous avez une photo de la maison Paris Nature. C'est le patrimoine des Floralies, c'est les pavillons historiques de Claude Bach qui ont été créés pour accueillir des collections en 69. Aujourd'hui, c'est la maison Paris Nature, qui est une maison qui accueille c'est des animateurs de la ville de Paris qui accueillent des groupes toute l'année, avec une bibliothèque. On va aussi amener sur les enjeux d'aujourd'hui, et on essaye de multiplier les animations, les événements autour des enjeux de gestion du parc, mais on laisse des chablis pédagogiques au milieu de la chaînée. On a un grand événement d'ailleurs qui revient en avril, où on accueille des milliers de scolaires et où on fait des parcours sur nos modes de gestion. Nos jardiniers font aussi des balades pour accueillir des groupes et expliquer la gestion. On fait des événements un maximum avec des animaux. On a la ferme de Paris pas loin, donc on fait des ateliers de tonte de brebis, par exemple, un petit peu d'éco-pâturage. Donc voilà, aujourd'hui, je dirais qu'on est parti d'un patrimoine 20e siècle, qui avait déjà dans son ADN une ouverture au public, une multiplicité des usages. Ensuite, au cours des années 2000, est venu les nouveaux modes de gestion écologique, la révolution du zéro phyto. Je pense que 10 ans après, maintenant, c'est ce que vous disiez, monsieur, les gens ont quand même, et ça se voit partout dans Paris, d'ailleurs, même les cimetières d'ailleurs ont été un gros élément, un gros pivot dans le changement de regard culturel sur la nature en ville, puisque au début les gens ont pu être heurtés de cette nature un petit peu plus sauvage, mais aujourd'hui c'est rentré un peu dans les mœurs. Gilles Clément a un peu gagné la bataille culturelle, et en tout cas nous on est un peu, comme vous le disiez, moins interrogé sur ces modes de gestion. Ce qu'on me dit aussi, c'est que la Covid a été un gros accélérateur de ça. Le parc floral a été fermé, comme tous les équipements, et puis il a accéléré l'ensauvagement du parc. Et au moment de la réouverture, il y a eu un temps fort de redécouverte d'un parc ensauvagé, et ça a aussi été une opportunité pour faire de la communication sur des nouveaux parcours et sur le mode de gestion. Voilà, je vous ai mis quelques rendez-vous au parc, vous y êtes les bienvenus. Les rendez-vous à venir au parc floral, là, dans le petit encadré. Vous avez les noms aussi des jardiniers, des agents qui s'occupent du parc floral toute l'année. Je les remercie. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Pauline Frileux. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, la dimension patrimoniale est peut-être plus contrainte ici, que vous allez le remarquer. Donc dans un premier temps, je vais vous exposer ce contexte très singulier du potager du roi, donc à Versailles, qui depuis 1874 est une emprise qui
est séparé de l'emprise du château. Donc souvent, il y a un peu confusion. Donc le domaine du potager du roi, c'est 9 hectares qui sont entourés de murs et gérés par une équipe de jardiniers, de 17 jardiniers actuellement, avec comme jardinier en chef Yvanté qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui, et l'école supérieure de paysage qui est sur ce jardin, qui est gestionnaire du site depuis 1994, date du départ de l'école d'horticulture. Donc ça, c'est un petit peu le contexte pour situer le domaine du château du potager du roi. Et vous voyez sur ce plan de Pérel, qui est un plan historique, ce potager du roi et tous ces murs, c'est un jardin donc, de production. Alors, c'est aussi une singularité, c'est production professionnelle, maraîchère à la fois et fruitière. Et cette dimension productive existe depuis 350 ans, depuis la création du jardin en 1683. Donc, jardin créé par La Quintini, donc, qui a, à partir de ce potager du roi et ses expérimentations qu'il y a menées, écrit un grand traité d'instruction des jardins fruitiers et potagers. Donc, il y a une dimension d'éducation, d'instruction qui est présente aussi depuis le départ, donc depuis 350 ans. Et enfin, cette troisième dimension, qui est celle de la promenade du divertissement, qui est également présente depuis sa création, puisque le pointeur, il y a un pointeur. Est-ce qu'il y a un pointeur ? Donc, je vous montrerai par la suite les terrasses. On voit ce carré central entouré par à l'époque, des terrasses, 4 terrasses, qui étaient des lieux donc, de promenade et de déambulation de Louis XIV et de sa cour. Donc, ces 3 dimensions, jardin de production, d'instruction et de promenade, qui sont 3 missions de ce jardin qui n'ont cessé d'exister depuis 350 ans. Mais vous allez voir, donc, bien sûr, avec des évolutions conséquentes. Et donc, ces 17 jardiniers dont je vous parlais, ils sont à la fois maraîchers, donc vous voyez sur la photo de droite, un carré de culture dans le grand carré central, qui est le grand carré prestigieux. Donc, on n'y cultive pas uniquement des légumes de prestige, on y cultive aussi des pommes de terre, donc une vraie dimension maraîchère. Et des jardiniers qui sont arboriculteurs, donc spécialistes de cette taille fruitière palissée. Donc, vous avez une illustration ici avec ces pêchers en U double ondulé. Et aussi des jardiniers qui sont également plus chargés de la dimension ornementale et la gestion des fleurs et des espaces. Alors l'instruction, donc vous voyez 3 étapes. Donc la couverture de ce livre de La Quintini, que je vous citais tout à l'heure, les instructions pour les jardins fruitiers et potagers. Au centre, vous voyez une photo de 1937 qui montre des étudiants à l'époque de l'École nationale d'horticulture qui étaient vraiment mobilisés comme des ouvriers sur le terrain et qui contribuaient, comme on peut le voir dans un témoignage d'un livre qui a été écrit à la fin du 19e siècle par Nano et Deloncle, ce guide à l'usage des candidats, et dans lequel on voit que ces élèves passaient en été 13 heures par jour à l'école, dont environ 8 heures aux travaux pratiques, donc sur le potager du roi. Donc vous voyez qu'à l'époque, c'était des grosses journées, et 6 heures de travaux pratiques sur le potager du roi, donc en hiver. Donc c'était une vraie main-d'œuvre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc la photo de droite vous montre les étudiants qui sont en formation paysagiste, de concepteur paysagiste, donc qui est le diplôme d'état de paysagiste, qui est délivré donc avec un niveau Master 2. C'est un enseignement supérieur. C'est un enseignement supérieur dans lequel il y a aussi un enseignement pratique de jardinage sur certains lieux du potager du roi, mais les étudiants actuellement ne font plus partie de l'équipe des jardiniers, donc l'équipe des jardiniers de 17 jardiniers professionnels œuvrent de manière indépendante des étudiants qui ont une activité pratique et qui peuvent avoir des stages sur le potager du roi, mais on n'est pas du tout comme dans les années 1930 où les élèves participaient à la fois à la taille fruitière, au traitement herbicide qui était très important puisque à partir des années 1960, l'école d'horticulture a été aussi pionnière dans l'utilisation de ces nombreux herbicides et fongicides et insecticides. Donc c'est un site patrimonial à divers titres. Il a été classé au monument historique en 1926. En 1979, il a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en 2004, donc plus récemment, il a également obtenu la labellisation Jardin remarquable du ministère de la Culture. Mais ce qui est singulier, c'est, je vous montre ici 2 formes fruitières. Donc, vous savez que depuis 2023, l'art de l'espalier est inscrit à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Il y a sur le potager du roi 70 formes fruitières, donc là vous n'en voyez que 2. C'est donc une forme très contrainte qui ne va pas dans le sens d'une taille écologique. Donc on part déjà avec pas mal de handicaps entre à la fois du maraîchage qui implique pas mal d'arrosage et ces tailles fruitières très contraintes, très courtes, qui mobilisent un temps conséquent de jardinage pour la jardinier.
Et je vous ai mis cet extrait du traité de la Quintinie qui montre que dès cette époque, au XVIIe siècle, il y avait associé cette dimension esthétique et productive. Donc c'est pas, donc je cite, on taille pour 2 raisons, écrivait la Quintinie. La première pour disposer les arbres à donner de plus beaux fruits, et la seconde pour les rendre en tout temps plus agréables à la vue qu'ils ne seraient s'ils n'étaient pas taillés. Ce sont aussi, donc pour répondre à cette dimension de promenade, de grandes terrasses qui posent aussi des questions d'entretien d'un autre ordre. Terrasse que vous voyez à gauche, terrasse la Quintinie, qui a été transformée. Certaines d'entre elles, 2 d'entre elles ont été transformées, comme vous le voyez à droite, en rampes. Donc ça, c'est un siècle après sa création. Les rampes étaient quand même plus commodes pour se déplacer à l'époque avec des brouettes pour les jardiniers et pour éviter les escaliers. Donc la Quintinie, que je cite toujours, disait déjà, c'est un jardin pour la promenade et pour l'agrément des yeux, mais aussi abondant en bonnes choses pour la délicatesse du goût et la conservation de la santé. Donc vous voyez, systématiquement, on a ces 2 choses qui sont associées. Et cette dimension aussi de santé est intéressante, donc dès la fin du XVIIe siècle. Donc voilà le contexte brossé de production, d'instruction et de divertissement. Et je vais vous présenter maintenant l'évolution, comment des pratiques écologiques se sont peu à peu immiscées dans ce jardin qui ne l'était pas du tout dans les années 1960 jusqu'en 2000. Et même à l'époque de la Quintinie, il utilisait toutes sortes de traitements du tabac. Enfin voilà, il ne faut pas imaginer un jardin naturel à l'époque de la Quintinie. Donc vous voyez sur cette reconduction photographique prise sur le Grand Carré, rien qu'en termes de couleurs, on voit tout de suite donc la photo du haut prise en 1991, beaucoup de sol nu, de terre labourée, de sol apparent et qui impliquait derrière énormément d'herbicides. Et donc, j'avais interviewé un jardinier à l'époque, en 2016, qui m'avait dit il y avait un traitement herbicide mars-avril qui concernait tous les espaces du verger, les pieds d'arbres, les entrerangs, les allées. Il y avait un herbicide systémique, défoliant total et un anti-germinatif. Donc ça, c'est pour vous brosser le contexte jusque dans les années, précisément même 2011. Il y a eu un grand changement au départ du jardinier en chef qui était Jacques Beccaletto, qui a pendant 40 ans œuvré sur le potager du roi et qui est encore un fervent praticien et développeur de l'art de l'espalier, qui a écrit des livres remarqués dans le domaine et qui a aussi œuvré pour le classement de ces formes. En 2005, donc, on a un premier changement avec un premier enherbement d'un des 16 carrés du Grand Carré central. Cet enherbement, il concilie aussi une dimension de visite, parce que je ne vous ai pas dit, mais le jardin est ouvert à la visite depuis 1991. Et donc, ces visites, elles étaient principalement reportées sur les grandes allées. D'enherber l'intérieur des carrés, du Grand Carré central, allait aussi dans le sens de cette ouverture au public. Et 20 ans plus tard, donc je vous montrerai des étapes, mais 20 ans plus tard, en 2025, les cultures à la fois légumières et fruitières ont été labellisées agriculture biologique. Donc pour vous montrer en 20 ans l'évolution qui est passée donc par différentes étapes. Ce qui était vraiment très fort, c'est la réflexion et l'expérimentation sur le sol, comment régénérer un sol. Donc c'est un anthroposol complètement construit, le sol du potager du roi. Et on est sur en moyenne 2 mètres au-dessus du niveau du sol naturel. Et comme il y a eu donc beaucoup d'herbicides, de traitements aussi à base de métaux, donc le sol avait besoin d'être régénéré. Donc il y a eu différents tests à partir de matières organiques déposées au sol, de culture d'engrais verts. Vous voyez ici du seuil cultivé en enterrant, de la luzerne fixatrice d'azote. Un changement dans l'équipement aussi, puisque c'est désormais un travail manuel. Le sol est travaillé uniquement superficiellement. Vous voyez aussi sur ces planches de culture à droite des andins qui récupèrent la matière organique, celle qui est produite sur un même carré de culture, qui est recyclée à même ce carré de culture. Des jardiniers qui s'investissent dans l'Observatoire national des vers de terre. Donc, on a repris ce protocole national. On a commencé à diversifier les structures paysagères, notamment en insérant des haies. Donc, à partir de la fin des années 90, dans l'idée d'accueillir les insectes auxiliaires, donc il y avait déjà une petite transformation. Et ça s'est amplifié avec un travail avec Evelyne Leterme sur les haies fruitières, donc pour diversifier ce jardin qui est finalement assez monospécifique, même si on a un nombre extraordinaire de variétés cultivées. Une diversification des strates aussi, alors qui reste assez modérée comme vous pouvez le voir, mais dans ces jardins fruitiers qui entourent le Grand Carré, des lignes de culture ici de rhubarbe ont été implantées. La gestion différenciée aussi des pelouses et une évolution, donc avec une
tonte retardée de certaines pelouses et on peut parler même de prairies sur certains espaces. L'intérêt pour les sauvages du potager, vous pourrez, si vous souhaitez, aller sur ce site des sauvages du potager, donc qui est un site qu'on a créé à l'ENSP et qui présente les 332 espèces de la flore sauvage du site du potager, avec des fiches toutes illustrées par des photographies et qui ont contribué à sensibiliser aussi les jardiniers et l'ensemble du personnel qui travaille sur ce site. Alors, tout ne va pas dans le meilleur des mondes toutefois. Donc, je vous ai rassemblé ici, on pourra peut-être en débattre ensuite, quelques points noirs. Donc, il y a la question de l'eau. Je vous dis que forcément, qui dit maraîchage dit arrosage. On est dépendant de l'eau potable. Il n'y a pas de récupération aujourd'hui de l'eau pluviale. Donc, il y a un gros projet sur la ville de Versailles pour retrouver un système de réseau d'acheminement de l'eau. La strate arborée, comme vous avez pu voir sur les photographies, elle reste quasiment nulle en fait. On a certes des arbres fruitiers, mais qui atteignent des hauteurs très modérées. Parmi les itinéraires techniques maraîchers, il y a l'emploi de la bâche qui est encore assez incontournable sur certaines cultures, notamment les solanacées, tomates, poivrons sont des cultures qui nécessitent encore l'utilisation de cette bâche. Et puis l'absence de travail du sol a entraîné la prolifération de rongeurs qui sont aussi un problème dès lors qu'on plante de jeunes fruitiers. Enfin, la taille en espalier, c'est une taille qui est très contrainte, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas favorable en soi à la biodiversité et qui, par ailleurs, face au réchauffement climatique, s'avère peu résiliente. Et on a encore beaucoup de surfaces tondues dans ce jardin, même si certains espaces se voient transformés en prairies. On reste quand même encore avec beaucoup d'espaces tondus. Et la proximité du parc de Versailles, du château, exerce un poids aussi probablement de la part des visiteurs qui se répercutent sur les jardiniers. Et donc qui serait probablement une des choses à faire évoluer. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors j'invite nos 2 derniers intervenants. Et si vous voulez... Bonjour à tous. On va faire une présentation à 2 voix. Donc je vais commencer puis laisser la parole à Sylvain Parot, chef jardinier du Jardin des Tuileries. Donc, on va vous présenter le domaine national du Louvre et des Tuileries, qui est un site patrimonialisé, un site patrimoine avec différents niveaux de classement. Donc, pour le Jardin des Tuileries, on a notamment le classement monument historique depuis 1914. On a aussi le classement site inscrit, espace boisé classé, installation ouverte au public et patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre des rives de Seine depuis 1991. Le Jardin des Tuileries est aussi labellisé Jardin remarquable depuis 2018 et récemment on est labellisé Éco-Jardin. C'est un site qui fait venir environ 14 millions de visiteurs par an. Dans les derniers chiffres, on était à une estimation plutôt de 13,5 millions en 2025. Mais bon, on reste quand même sur un site extrêmement fréquenté, ce qui pose différentes problématiques dont on pourra discuter tout à l'heure. Alors, ce site donc, est situé en plein cœur de Paris. Vous devez le connaître tous, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est dans le corridor de la Seine et c'est une station étape pour les oiseaux entre le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Donc ce site, c'est environ 30 hectares de jardin. On a 3 séquences. Donc vous voyez la séquence à droite qui est la séquence du Jardin des Tuileries. Je ne sais pas si ça... Oui, c'est à droite. Le Jardin des Tuileries qui fait environ 22 hectares. Le Jardin du Carrousel qui est au centre, qui est un jardin sur dalle voilà, le Jardin du Carrousel, la deuxième séquence qui est un jardin sur dalle et la ceinture verte périphérique, ce sont des petits jardins périphériques qui sont fermés au public autour du Louvre. Donc, ces jardins demandent différents types de gestion. On n'est pas sur les mêmes modes de gestion en fonction des différentes séquences. Voilà, il faut savoir qu'on a environ 3000 arbres sur le domaine et c'est aussi des jardins musées parce qu'on a toute une statuaire extrêmement importante, que ce soit dans le Jardin du Carrousel ou le Jardin des Tuileries, avec différentes époques aussi de statuaires. Depuis 2023, on a lancé des inventaires faune-flore qui nous permettent d'améliorer la connaissance de la vie dans nos jardins et on en est ravis d'apprendre notamment qu'on a plus d'une trentaine d'oiseaux qui fréquentent le Jardin des Tuileries, dont 21 espèces qui sont strictement protégées au titre national. Et la particularité sur un site patrimonial comme celui-ci, c'est notamment le long linéaire de façade qu'on peut avoir au niveau du palais et même dans les jardins où on a de longs linéaires de murs parce qu'on a les terrasses qui bordent le Jardin des Tuileries. Et donc, ces infractueuses qu'offre la statuaire dans les niches et les corniches du palais sont des lieux propices à la nidification.
Là, vous pouvez voir notamment des nids de moineaux domestiques. Donc, on a une grande population de moineaux domestiques au jardin, enfin dans les jardins, ce qui est plutôt très positif parce que leur population se réduise à Paris. Donc, ces inventaires faune-flore nous ont aussi donné envie de développer la médiation sur cette vie dans les jardins. Et donc, on a commencé à développer sur le site internet du Musée du Louvre, que je vous invite à aller visiter dans la rubrique Découvrir les jardins. On a développé des contenus sur, pour le moment, les oiseaux, les Tuileries. Donc, vous avez des fiches téléchargeables avec des informations caractéristiques des espèces, avec le chant des oiseaux, avec également des informations plus anecdotiques sur la vie de ces oiseaux dans nos jardins. Dans la connaissance, l'amélioration de la connaissance, c'est aussi la connaissance des sols. Ça nous semble extrêmement important de régénérer les sols. Donc, il y a différentes études qui ont été menées pour ça, dont le test du slip. Je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais c'est un test qui est assez efficace. D'enterrer un slip en coton, 100% coton, dans différents endroits du jardin et de revenir quelques mois plus tard. Et en fonction de l'état de dégradation du slip quelques mois plus tard, on voit s'il y a de la vie dans le sol. Donc, si vous n'avez plus qu'un élastique, c'est très bon signe. Voilà. Donc, ça, on l'a mené. On mène également aussi des sondages, plus classiques, mais sondages plus sérieux, ça fait mieux. Les sondages agropédobiologiques qui nous ont permis aussi d'avoir une meilleure connaissance de nos sols, des sols filtrants. Voilà, je ne veux pas être trop longue. Donc, on mène plusieurs actions pour améliorer la vie des sols. Notamment, aux Tuileries, on a un vrai sujet parce que la plupart des sols, des arbres étaient plantés directement dans les allées. Donc petit à petit, en fait, on aménage des espaces de mise à distance qui permettent aux arbres de ne pas être piétinés, parce que comme je vous disais, 14 millions de visiteurs, ça fait pas du bien aux racines des arbres. Donc on a différents dispositifs, le plus simple étant la chaise d'arbre, qui permettent de mettre à distance du piétinement. Évidemment, le paillage, la plantation au pied sont des choses qu'on a commencé à initier depuis quelques années. Voilà, je continue. On a aussi développé des outils de gestion raisonnés. Donc là, vous pouvez voir les 3 couleurs correspondent à 3 typologies d'espaces. Il y en a donc certains espaces qui vont être des espaces dits de prestige, où on va avoir une intervention plus importante, plus fréquente dans la gestion. Des espaces soignés, où on va avoir une intervention un petit peu moindre, et des espaces d'aspect dit naturel, où on accepte une gestion un peu plus extensive. Donc voilà en image quelques pratiques pour une gestion raisonnée. Donc la mise en place de paillage avec des déchets de tonte, l'usage de la grelinette pour éviter d'impacter la vie du sol, la mise en place de haies sèches également, qu'on a initié, et la mise en place de meules de foin lors des fauches des prairies. Donc tout ça aussi est une base pour l'acceptation de la flore spontanée. Donc ici, vous pouvez voir aussi un plan sur lequel on accepte des pourcentages. Alors, je vois que sur le plan, oui, il y a des choses qui sont décalées. C'est pas très grave, mais disons qu'on a des secteurs où on va avoir un pourcentage d'acceptation de la flore spontanée plus important en fonction de si l'espace est d'aspect naturel ou si l'espace est soigné. Et on voit tout de suite que quand on intervient moins, la flore spontanée vient tout de suite. Et donc là, vous pouvez voir des orchidées, les abeilles, orchis pyramidales qui sont sur le grand carré, donc les pelouses du grand carré. Et vous voyez aussi l'épipactis tout en haut à gauche qui est arrivé dans une chaise d'arbre d'un de nos bosquets et qui revient maintenant tous les ans dans ce bosquet. Alors, on fait aussi, depuis quelques années, on a la chance de bénéficier de mécénat, de grands projets mécénés, pour restaurer et revégétaliser des parties des jardins. Donc là, je vous ai mis des images avant travaux, les images de la Grande Allée. Donc il y a un projet mécéné, tous mécènes, où c'était un mécénat participatif où les gens ont mécéné un arbre, et ce qui a permis donc d'avoir un double alignement au niveau de la Grande Allée. Vous avez aussi deux vues d'artistes, des projets des exèdres et des rampes du fer à cheval, donc ces rampes du fer à cheval qui étaient minérales avant l'intervention du projet.
et le bosquet qui a été naturé, restauré intégralement. Donc là, vous pouvez voir notamment un des bosquets qui a été restauré, le bosquet des oiseaux, où on profite dans chaque travaux de restauration de diversifier la palette végétale, donc déjà au niveau des arbres, parce qu'il faut imaginer que initialement les bosquets des Tuileries c'était essentiellement du marronnier, donc essence monospécifique. Et là, dans les restaurations qui sont faites, on diversifie la palette végétale et on amène aussi la strate intermédiaire, la strate végétale vivace et arbuste, qu'il n'y avait pas du tout avant. Donc là, vous voyez aussi une photo d'un exèdre qui a été restauré et où on accepte un petit peu plus de fleurs spontanées que. Et donc, là, cette diversification des essences se fait à toutes les échelles, aussi au niveau de la strate basse, aussi avec les jardiniers, donc dans des projets annuels. Par exemple, ils ont proposé des alternatives au gazon pour le potager pédagogique et donc ça a d'ailleurs très bien fonctionné. On pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Il y a aussi la plantation de plantes mellifères et une diversification plus générale. Je laisse la parole et 2 minutes, je suis désolée. Merci Chloé, merci à tous. Donc moi pour la partie technique et la partie qui a été formalisée, en fait c'est des efforts qu'on avait déjà commencé à faire et qui a été formalisé par le label Éco-Jardin. Il y a tout ce qui est utilisation de matériel électrique et même on a carrément aussi les jardiniers sont ravis d'utiliser maintenant des triporteurs. Parfois en fait comme le jardin n'est pas très grand, il est possible de faire certains trajets juste avec un vélo. Les jardiniers ont été ravis de l'utiliser. Sinon, on a aussi donc des voiturettes électriques et on est en train de développer un parc. Alors, les tracteurs électriques, pour l'instant, c'est pas encore au point, mais tout ce qu'on peut avoir comme petit outillage, on passe quasiment tout en électrique et on est en train de réfléchir à l'achat de tondeuses également électriques. On a aussi la gestion la suivi des ravageurs aussi. Alors, nous, on a aussi un problème de rongeurs. Ça, on pourra aussi en discuter. Ça demande beaucoup de travail au quotidien, à la fois en fait pour essayer d'identifier les causes qui leur permettent d'être là, et aussi pour chaque fois qu'on fait des nouveaux aménagements et quand on le peut, on essaie de par exemple poser des grilles assez fines sous le sol, et ensuite on peut remettre un petit peu de terre dessus, et ça nous permet de limiter en fait les possibilités qu'ont les rongeurs de se faire des terriers. On a aussi, comme partout, des problèmes de pyrale, et donc on le fait avec du bacille. Pour ce qui est aussi des nouvelles pratiques, on a environ 2,5 hectares de gazon, et qu'on traite de manière aussi un peu plus naturelle qu'avant. Et aussi, comme on faisait une fauche ou une tonte avec exportation, on s'est demandé si finalement on ne pouvait pas essayer de réduire notre production de déchets. On n'a pas beaucoup de place aux Tuileries et on ne peut pas vraiment composter en fait, tout ce qu'on fabrique. Et donc, on a développé, en fait, avec l'accord déjà, les jardiniers étaient assez enthousiastes pour le faire, l'idée de le gazon, finalement, plutôt que de le jeter, on l'utilise comme paillage dans les massifs de vivaces. Et en fait, on s'aperçoit que ça marche assez bien pour limiter la repousse des adventices. Donc, on a aussi également des ruches qui permettent de fabriquer du miel, bien évidemment, qui nous servent pour le mécénat et qui servent aussi de bioindicatrices. Et je vous remercie pour votre attention. On pourra répondre aux questions. On va pouvoir prendre des questions dans la salle. Et moi, j'avais une première question pour vous quatre. J'ai vu quelques actions de communication en ligne sur vos pratiques de gestion, également vos inventaires écologiques. Et je voulais savoir si sur place, vous mettez des actions en place, des actions de communication, par exemple des temps d'échange entre les jardiniers, les touristes ou les usagers, ou des panneaux explicatifs. Et aussi, est-ce que vous avez des retours sur ces pratiques de la part du public, positifs ou négatifs? Oui. Nous, aux Tuileries, on a, donc, comme le disait Chloé, une partie de la médiation qui se fait sur Internet. Et on a aussi une partie très importante qui se fait sur le terrain. Les jardiniers, en fait, sont quasiment tous volontaires pour animer des visites pour tous les grands rendez-vous, les journées européennes du patrimoine, au rendez-vous au jardin. Et on a également formé les agents de sécurité du jardin qui proposent des visites gratuites le week-end. Donc, on a cette médiation de terrain qui est faite très régulière. Au potager du Roi. Au potager du Roi, il y a une médiation importante auprès des scolaires, donc maternelle, primaire, avec toutes les visites sont sur des thèmes relatifs au cycle du vivant et aux pratiques écologiques sur le site du potager. Il y a des visites guidées qui sont organisées et qui permettent donc d'expliquer cette démarche agroécologique. Et enfin, il y a quelques panneaux
assez peu. Après, c'est la question du surpanneau, des panneaux aussi à actualiser. Et sinon, en interne, au sein de l'équipe, j'ai mis en place avec les jardiniers des midis de la botanique. Donc, je prends une petite équipe de jardiniers et on fait des relevés à partir des fiches inventaires du conservatoire botanique de la région parisienne. Et ça permet d'alimenter donc le site Les Sauvages du Potager. Et ça permet donc, ces jardiniers, bien souvent, ils connaissent ces plantes. Et ça leur permet de mettre un nom aujourd'hui dessus. Et donc, pour ce qui nous concerne, on a, je pense, une autre mission d'animation et d'accueil public, signalisation au parc floral. Il y a un animateur à temps plein toute l'année des groupes. Il y a la maison Paris Nature, je vous disais, qui doit avoir 4 ou 5 animateurs, une bibliothécaire. Donc, ouais, ça fait déjà 5 ou 6 ETP qui sont dédiés toute l'année à l'accueil du public. Les jardiniers peuvent aussi, sur la base du volontariat, participer à des balades, mais on n'arrive pas avec tellement de demandes. De toute façon, l'animation, c'est sympa, il y a tellement de demandes. C'est un champ de développement infini. On a aussi 8 communes, ce qu'on met en ville de Paris, mais on a plus d'usagers, finalement, des communes riveraines qui nous demandent aussi des groupes le temps qu'on peut, mais on a des limites. Après, on a aussi de l'événementiel, on va dire. On a le Paris en avril, le 15e dédié à l'accueil des enfants. Là, le village botanique qui est en octobre, qui est un temps aussi privilégié d'accueil pour faire le lien entre... C'est tourné sur la botanique, mais c'est vraiment un tir-fil pour aller vers tous les vendeurs de gestion du parc Thora. Puis on va lancer aussi cette année au Naturaliste du Bois de Marseille. C'est parc floral, mais aussi toute une communauté de naturalistes sur les enjeux non spécifiques, si ça vous intéresse. Bonjour aux participants qui sont avec nous à distance. Quelques réactions. J'en prends donc la première de Christophe Davalo. Bravo au Potager du Roi avec cette reconnaissance du label. Ce site historique et emblématique rejoint la liste des jardins de ce type, comme celui des jardins de Matignon, par exemple. À quand celui de l'hôtel de Roquelaure? Donc, c'est une question lancée. Une question de Stéphanie Cassard. Vous avez dit pratiquer une fauche à l'année avec export sur les prairies. À quelle date et comment ces espaces en herbe haute sont perçus sur ces sites patrimoniaux? Car c'est un sujet qui crispe beaucoup les gens en matière de gestion écologique. Est-ce que vous avez donc les sites patrimoniaux? Je me permets une petite remarque. Essayez de bien mettre le micro près de votre bouche pour qu'on vous entende bien et que les personnes à distance vous entendent aussi. Donc, oui, pour répondre à la question, on a une pratique de tonte qui est assez classique. C'est réparti en plusieurs endroits, donc 2,5 hectares de rue Gazon, et on les tond de manière tout à fait classique. Ce que je disais juste, en fait, c'est qu'il y a plusieurs types de tonte, comme vous le savez. Soit on laisse l'herbe sur place, soit on la récupère. Et nous, on était partis du principe qu'on récupérait tout. Ce qui était gênant, en fait, c'était de ne pas pouvoir utiliser cette ressource, puisque comme on n'a pas beaucoup de place aux Tuileries, on était obligé de l'évacuer. Et on s'est dit que ce serait plus intéressant de l'utiliser comme paillage partout où on pouvait. Et comme on a 1450 mètres carrés de massif de vivaces sur les plus grandes pelouses, on a décidé de pailler en fait ces massifs de vivaces pour limiter la repousse des adventices. Et une autre question donc de Jeanne, donc le temps de la Terre. Bonjour, concernant les itinéraires techniques, avez-vous envisagé des pratiques non motorisées de fauche, par exemple, à la faux, les outils électriques restant plus destructeurs pour la petite microfaune que l'outil non motorisé? Merci. Au Potager du Roi, sur un des jardins plus en retrait, le jardin du Hamel, on a du pâturage et on a pu aussi expérimenter, mais c'était vraiment juste à titre d'expérimentation, une fauche manuelle. Mais les jardiniers actuellement n'ont pas le temps, c'est une formation aussi. Donc on a plutôt développé le pâturage, ce qui est quand même plus simple à gérer. Bonjour, j'ai une petite question double. J'ai fait la formation ENSP, concepteur de jardin dans le paysage à Versailles. Et donc, on se posait la question de l'entretien et surtout, du coup, sans l'arrosage des parties pelouses, des parties enherbées. Et quelle est votre position en termes d'éco-jardin sur les plants de couvre-sol type Lipia qu'on utilise dans le sud de la France? Est-ce qu'il y a un test qui a été fait aux Tuileries si vous remplacez de temps en temps le gazon par d'autres types de couvre-sol? Voilà, merci. Alors, pour ce qui est de la Lipia, comme vous l'a présenté ma collègue Chloé tout à l'heure,
on a un potager pédagogique où on teste justement des alternatives au gazon et on a essayé la lipia et ça marche très bien. On a essayé une achillée aussi qui marche bien aussi. Et c'est encore plus développé. Oui, l'achillée c'est même mieux développé, c'est vrai. C'est des espaces qui sont pas beaucoup employés en fait. C'est un petit potager pédagogique qui n'est ouvert que pour des visites encadrées. Donc c'est pas une pelouse. En fait, on n'a pas de pelouse ouverte au public. Ça nous aide. L'achillée, ça marche assez bien. Juste pour apporter un complément de réponse sur cette question, donc on n'a pas au potager du roi testé l'IPIA, mais par contre l'achillée, alors on teste des plans de couvre-sol en pied d'arbre, sur les lignes d'arbres fruitiers, donc il nous faut des espèces qui ne montent pas haut. Après, on cherche aussi à concilier ça avec un intérêt pour les insectes pollinisateurs en termes de ressources florales. Par ailleurs, nos pelouses s'avèrent être finalement quasiment le seul espace où la flore spontanée peut conquérir du terrain. Donc, c'est vrai on cherche plutôt à diversifier nos espaces enherbés. On a des pelouses qui commencent à avoir des espèces intéressantes. On a de la sauge des prés, on a pas mal de fabacées aussi qui s'installent et qui sont intéressantes pour les pollinisateurs. Donc c'est vrai qu'on ne s'oriente pas trop vers des couvre-sols type lipia. Alors je vais reprendre Cathy Bias-Morin, directrice des espaces verts à Versailles, la ville de Versailles. Donc des questions pour Pauline pour le potager du roi et puis pour Chloé et Sylvain. Au niveau des buis, est-ce que vous avez pensé à une alternative en replantation plutôt que de vouloir traiter au bacillus, sachant que le bacillus va tuer forcément tout ce qui est autour? Et est-ce que vous avez tenté le mulching sur la tente, sur des zones peut-être moins fréquentées où le public va pas, ou parce qu'on n'a pas souvent le droit non plus d'aller sur toutes les pelouses aux Tuileries? Ça, c'est une première question. Et puis pour Pauline, est-ce que les midis de la botanique attirent les étudiants de l'école du paysage ou est-ce que c'est uniquement les jardiniers? Alors pour l'alternative au buis, pour l'instant, comme des petites replantations à faire, donc là on reprend les bubis classiques. Et sinon, moi à titre personnel, et après en avoir discuté avec d'autres jardiniers, c'est vrai qu'il y a des fusains, la myrcine aussi africaine qui a l'air d'être intéressante. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans cette idée-là d'alternative au buis. On y réfléchit, mais nous, tous les travaux sont quand même très encadrés par la DRAC. Et donc, on ne va pas se lancer tout de suite à arracher toutes nos haies de bubis et à les replanter. Mais c'est en étude, on y réfléchit. Et pour le mulching, je pense qu'on va essayer aussi, j'en discutais justement avec mes jardiniers sur tout ce qui était entretien des gazons, tout ce qui était aussi l'aération, carottage, sablage, enfin toutes ces pratiques. Et on est en train de se demander ce qu'on va conserver. Et pour le mulching, en fait, pour l'idée de ne pas ramasser le gazon quand on le tond, mais de préférer en fait des tondeuses qui vont le broyer, on est en train de se dire qu'on va peut-être passer à une alternance. On va ramasser une fois par mois et le reste du temps, peut-être qu'on va mulcher. On va faire des essais, oui. Et pour l'alternative au buis, donc dans les nouveaux projets qu'on a plantés, on ne met pas de buis, ça c'est sûr. Dans tous les bosquets restaurés, il n'y a pas de buis. Par contre, comme disait Sylvain, si on doit repenser à la transformation de nos haies de buis actuelles, ça demande un projet de restauration globale suivi par l'architecte des monuments historiques, la DRAC. Donc voilà, chez nous d'ailleurs, c'est pas vraiment chez nous, c'est aussi chez vous. Mais voilà, ces jardins sont très contraints dans la manière d'intervenir. Il y a beaucoup de strates de validation et donc pour le moment, ces projets-là n'ont pas, pour le moment, ces sites où il y a les haies de buis n'ont pas encore fait l'objet de projets de restauration. On avait également du buis au potager du roi dans le grand carré qu'on a arraché. Donc ça, c'est une des solutions. Et on les a remplacés pour partie par des bordures en aromatique qui sont cueillies et qui permettent aussi d'être dans cette dimension productive du jardin. Et sur d'autres endroits, pour souligner quand même ces allées, c'est par le paillage, on travaille sur le paillage, notamment avec du miscanthus, qu'on retrouve ces lignes, puisque c'est quand même un jardin de lignes. Et c'est vrai que quand on enherbe tous ces espaces, on perd un peu ce dessin initial. La question sur les temps botaniques et le lit de la botanique, c'est avec les jardiniers, mais par ailleurs avec les étudiants, on aura mis en place donc ils font du jardinage, et en lien avec le jardinage, c'est aussi des temps botaniques. Ils ont une petite flore des adventices du potager qui leur permet aussi de pouvoir profiter du potager comme espace aussi d'apprentissage de la botanique. Bonjour, j'avais une question assez générale sur la ressource en eau. Je voulais savoir quels sont vos dispositifs aujourd'hui, tout ce qui est équipement d'arrosage automatique, etc.
à la fois sur tous vos essences, au niveau des pelouses, des fruitiers, etc. Et si vous êtes amené à une réflexion sur la consommation en eau, en termes de dispositifs d'arrosage, peut-être goutte à goutte, et également être amené à ne pas arroser certaines parcelles ou certaines pelouses, et quels sont le ressenti par rapport à la population. Merci. Alors, pour commencer, donc déjà, à chaque fois qu'on fait des plantations d'arbres aux Tuileries, on installe des sondes tensiométriques sur des populations représentatives d'un alignement, par exemple, ce qui nous permet de savoir exactement s'il y a un besoin en eau ou pas, et pour faire un arrosage vraiment ciblé. On n'a pas d'arrosage goutte à goutte sur les arbres. Ensuite, on a aussi une stratégie d'optimisation de l'arrosage existant, où on améliore en changeant les buses, en mettant du matériel qui est performant et qui est plus adapté, et en faisant des plans aussi de réseaux d'arrosage qui sont cohérents avec les plantations. Et enfin, on a aussi une stratégie de maintenant dans les projets qu'on aménage de choisir une palette végétale qui n'a plus besoin d'eau. Voilà, donc on a ces trois axes de travail. Au potager du roi, donc par rapport à l'arrosage, les pelouses sont jamais arrosées. Donc ça arrive effectivement que les étés très secs, elles soient plus vertes, mais elles ne sont pas arrosées. Par contre, le maraîchage, sur les 3 carrés qui sont cultivés en bio-intensif, on va dire, sur planche maraîchère, il y a un système d'arrosage automatique qui a été, et programmable, qui a été installé récemment et qui permet aux jardiniers de programmer des arrosages en dehors des temps de travail des jardiniers. Donc ça, c'est quand même extrêmement pratique. Et puis, bien sûr, le goutte à goutte est venu remplacer l'arrosage par dispersion, qui par ailleurs était très contraignant sur le grand carré, puisque les cultures, chaque carré de culture maraîchère est entouré par des arbres qui supportent très mal par rapport aux maladies fongiques cet arrosage par dispersion qui mouillait également les feuilles. Et je crois que j'ai un mot sur l'eau. Déjà, la première chose, c'est qu'à Paris, on a la chance d'avoir un double réseau d'eau avec l'eau potable et l'eau non potable. Nos espaces qui nécessitent un peu d'eau restent potables. C'est 40 ou 50 points d'eau carbonée simplement captés dans le canal de Lourdes, fait le pas dans des filtres et puis elle injecte. Donc, on nous fait en sorte de tout puiser dans ce réseau-là. Après, on a le même principe que vous et pas de pelouse et on assume complètement aujourd'hui, surtout dans certains espaces, fait complètement la pelouse jaunie l'été. Et était partie de ce changement culturel dont on parle. Et nous, aujourd'hui, par rapport au ressenti des populations, moi, j'ai pas connaissance, ou en tout cas de vraiment des mois en mois, les remontées de population qui viennent. Nous, aux Tuileries, on n'a pas encore franchi le pas des pelouses jaunies en été. On est quand même attaché à avoir des pelouses vertes, mais même si on les arrose quand même assez régulièrement, on a implanté aussi dans le gazon des sondes tensiométriques qui nous permettent de rationaliser l'arrosage. L'idée d'avoir des pelouses jaunies aux Tuileries, on n'y est pas encore. Et après, on a aussi le jardin du Carrousel, donc comme je vous ai dit rapidement, qui est un jardin de 6 hectares sur dalle, et où là, c'est quand même problématique. En plus, c'est un jardin qui est fréquenté 24 heures sur 24, donc les pelouses ne sont très rarement protégées. Alors, on essaye de mettre des protections comme on peut en hiver pour éviter que ce soit surpiétiné, mais du coup, les pelouses... pour le moment, on n'a pas encore trouvé le moyen de ne pas les arroser. Mais par contre, on utilise également l'eau brute, comme au parc floral. L'eau brute, pour pas utiliser de l'eau potable, et on essaye d'économiser au maximum la ressource en eau.